Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on enregistre en direct et donc vous pourrez regarder en replay. Euh, Sentez-vous libre de poser vos questions au fur et à mesure et puis dans les commentaires en dessous, vous pourrez aussi les poser, j'y viens régulièrement pour répondre. L'objectif de cet atelier, de cette masterclass, c'est de vous parler d'une masterclass. C'est un masterclass sur un masterclass. En fait, c'est le module introductif de la masterclass journalisme que je propose depuis quelques années déjà et que j'améliore tous les ans au fur et à mesure. Et donc, l'idée, ça va être de vous montrer un petit peu ce qui vous attend dans la masterclass. Il y en a parmi vous qui en font déjà partie. Il y en a qui ne sont pas forcément dedans. Euh, Même si vous n'avez pas forcément envie de la rejoindre à la fin, ben, restez jusqu'à la fin, je répondrai à vos questions et puis vous pourrez apprendre quelques trucs, je pense, notamment dans le simple fait de présenter les modules, vous allez apprendre pas mal de choses. L'objectif, j'en reparlerai à la fin, mais vous verrez que c'est de faire une sorte de condensé de ce que devrait proposer une école de journalisme. Alors, j'ai rien contre les écoles de journalisme, c'est très bien. On va en parler. Je donne des cours dans une école, enfin dans un master de journalisme, qui est considéré comme une école de journalisme. Et de cette expérience-là, je vois tout ce qui manque, tout ce qui ne sert pas forcément à grand-chose, et ce qui fait que ça vaut pas forcément le coup de passer 2 ans sur les bancs d'école pour apprendre des choses qu'on peut apprendre assez rapidement, en se renseignant auprès des bonnes personnes ou en allant chercher l'information plus efficacement. Et puis surtout, on va voir la limite de tout ça, parce que ben, faire une école, c'est bien, comme dans tous les métiers, mais l'apprentissage, il commence réellement quand on sort d'une école. Ça a été mon cas, ça a été le cas de beaucoup de gens. Donc on va pouvoir faire un petit topo sur tout ça. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors désolé pour ceux qui me suivent et qui connaissent déjà la présentation. Mais bon, c'est un passage obligé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je m'appelle Fred, je suis photographe de presse depuis, on va dire officiellement 2011-2012. Donc je suis à la base journaliste, puisque j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait un master en journalisme à Sciences Po à Toulouse, une école dans laquelle je donne des cours aujourd'hui. Et depuis, j'ai évolué comme photographe indépendant, comme pigiste, jusqu'à monter un magazine il y a quelques années pour devenir rédacteur en chef de ce magazine. Et donc j'ai vu un petit peu les différents postes, entre guillemets, qu'on pourrait avoir en tant que photographe de presse, en étant pigiste, correspondant de presse, au début correspondant de presse pour la Dépêche du Midi, ensuite pigiste pour différentes agences, et ensuite pour des médias en direct, et ensuite salarié, en quelque sorte, dans un magazine, en passant aussi par la case stagiaire dans des rédacs. Donc j'ai été stagiaire dans différents magazines, notamment La Tribune, La Dépêche, Midi Olympique, un journal sur le rugby. C'était assez enrichissant d'ailleurs, mais aussi 20 minutes, quotidien d'actualité. Donc j'ai pu voir un peu tout ça, et surtout, depuis que j'ai commencé la photo, j'ai pu travailler avec des dizaines de journaux différents, en France, à l'étranger, sur différents reportages. Voilà. Donc j'ai fondé le collectif DR en 2019, le magazine Défense Zone en 2021, et depuis j'ai écrit 8 livres, dont un qui a été publié chez Erol, qui s'appelle Les secrets du photoreportage, que je vous encourage à lire, parce qu'il y a pas mal de trucs à l'intérieur qui peuvent être intéressants, notamment pour les photographes de presse. J'ai commencé, donc j'ai fait mes armes à la Dépêche du Midi. Ouais, je sais, sans la barbe, c'est toujours un peu bizarre. Euh, Entre-temps, alors donc là, entre ces deux photos, il s'est passé 4-5 ans. Non, un peu plus, pardon, 2011, 2022, donc 10 ans, pour arriver à ce moment où j'ai eu mes premières publications dans de grands magazines, notamment National Geographic. Mais c'est vraiment à la Dépêche du Midi où j'ai appris le boulot de journaliste, le job de journaliste, et que j'ai affiné avec le temps. Et bah, je continue à apprendre de plus en plus parce que bah, avec l'IA, avec plein d'autres choses, on apprend plein de trucs. Alors, pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous écoutez cette conférence? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Peut-être parce que vous rêvez d'être journaliste ou que vous rêvez d'avoir une carte de presse. Et quand j'utilise le mot rêver, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose qui fait rêver, ce métier, le métier de journaliste. C'est ce qui pousse des milliers de jeunes étudiants à se lancer dans les écoles tous les ans, dans toutes les écoles de journalisme, il y en a un paquet. Il y en a
14, je crois, qui sont reconnus par la profession, mais il y a bien plus de cursus entre les diplômes universitaires, les IUT, les licences, les masters, il y a plein de trucs qui vous forment à être journaliste. Et peut-être que vous êtes un peu plus âgé que les jeunes étudiants qui se lancent. Peut-être que vous avez 30, 40, 50, peut-être plus, peut-être 60 ans, et que vous aimeriez vous reconvertir dans le journalisme. Donc, si vous voulez apprendre des trucs, c'est le meilleur moment. Et peut-être même sans vouloir avoir la casquette de journaliste à proprement parler, peut-être que vous vous intéressez aux médias, aux journaux, et que vous aimeriez travailler pour eux, que ce soit en texte, en photo, en vidéo. Euh, c'est essentiellement les trois choses qu'on peut faire en radio, potentiellement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question, c'est pourquoi vous avez envie de choisir, enfin, pourquoi vous voulez faire ce métier? Dites-moi dans le chat, là, pour ceux qui sont en direct, et je vais vous dire, moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça. Mais déjà, dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse pour qu'on puisse un petit peu cerner vos besoins aussi et que je puisse adapter cette présentation à vos besoins, à ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez besoin d'entendre plutôt, pas envie. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? Sandrine qui nous dit, j'ai déjà exercé, j'ai envie d'y retourner. Ok. Ellie qui nous dit, mettre en lumière ce que personne ne voit. Ouais. Fabrice, informer, faire des reportages, raconter une histoire. Katia nous dit, une volonté d'analyser le monde. Barbara, je reconnais ton pseudo, rencontrer des gens, raconter des histoires. Ok. Noël qui nous dit, la diversité et l'immersion quand on doit traiter un sujet. Ouais. Caroline, travailler avec des médias. Ok. Raymond qui nous parle de découvrir une nouvelle façon de vivre. Ah, c'est très intéressant ça. La façon de vivre, le lifestyle de journaliste, on va en parler. Découvrir l'autre, nous dit Jérémy. Ouais. Viviane, la diversité des expériences, rencontrer l'autre, avoir l'impression de servir à quelque chose. Exact. Ouais, c'est une bonne. C'est un bon élément. Et Louise qui nous dit me diriger vers le photojournalisme, par exemple sur des presses comme Géo, etc. Ouais. Bah, Géo, ça fait toujours rêver. National Géo, Paris Match, etc. On rêve de ces médias quand on se lance. Ok, bon. On est sur la bonne longueur d'onde, je pense. C'est cool. Euh, je vais vous dire moi, pourquoi j'ai choisi ce métier. Vous l'avez déjà dit hein, quelque part, mais c'est de vivre des aventures, euh, entrer dans les coulisses du monde, parce que quand on est dans le journalisme, on se rend compte qu'on est dans les coulisses. On va là où les gens ne sont pas censés être. C'est un peu comme quand vous faites de la photo de concert et que vous vous retrouvez dans les backstage ou dans les loges des artistes. Bah là, c'est pareil, mais pour la politique, le sport, l'économie. Euh, Choisir une mission de vie qui a du sens, hein, comme disait Viviane, l'impression de pouvoir servir à quelque chose concrètement, parce que le journalisme, c'est un rôle social important. C'est pas pour rien qu'on parle du quatrième pouvoir, après l'exécutif, machin là. Le quatrième pouvoir, c'est le journalisme. Et historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, le journalisme permet euh, d'éviter parfois certains drames, de montrer les inégalités, de montrer ce qui marche pas dans le monde, pourquoi c'est la merde à certains endroits. S'il n'y avait pas eu des... Prenez un exemple tout bête, un exemple tout bête, c'est pas un exemple bête, mais très connu, qui est l'exemple d'Albert Londres, qui est un des plus grands journalistes de son époque, enfin, peut-être le plus grand de son époque, et qui est resté dans la mémoire collective comme étant un peu le symbole du journalisme incorruptible, crédible, intéressant. Albert Londres, quand il débarque dans les années 30 en Guyane et qui découvre les bagnes de la République, les endroits où on envoyait les prisonniers politiques, le prisonnier tout court, mourir en Guyane dans des bagnes de l'autre côté de l'Atlantique, dans des endroits qu'on appelait à un certain moment les camps de la mort, avant, là je parle des années 20, les années 30, hein, avant que les Allemands aient récupéré la marque, on va dire. Les camps de la mort, il y avait des camps de la mort français où on envoyait des gens mourir. Euh, Quand Albert Londres débarque là-bas, il fait des articles, il montre le concept, il explique aux gens, hein, aux Parisiens ce qui se passe là-bas, et ça crée tellement d'émotions, ça choque tellement la population que les politiques décident de fermer les bagnes. Donc voilà, et ça, c'est un des exemples parmi des milliers peut-être d'exemples où les journalistes ont créé quelque chose qui ont fait, voilà, qui ont changé la face du monde. Donc, on n'est pas tous Albert Londres, mais on peut tous s'en inspirer. Et puis, c'est l'occasion de s'enrichir intellectuellement et socialement. Là, c'est un peu le cas aujourd'hui. Là, on échange entre nous.
Alors là, c'est plutôt cours magistral, c'est moi qui parle, mais vous pouvez communiquer dans le chat ou dans les commentaires et puis on va échanger ensemble. Et on ne sera pas forcément d'accord sur pas mal de choses et c'est très bien, c'est le but aussi. Aussi, le journaliste n'est pas censé se faire que des potes, n'est pas censé euh, amener la bonne parole et tout le monde est censé écouter. Non, c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est parce qu'il y a différents types de médias, il y a différents journalistes, il y a différentes façons de faire du journalisme aussi. On peut le critiquer, mais on peut aussi constater que c'est nécessaire pour évoluer, pour s'enrichir intellectuellement et socialement. Et puis enfin, être journaliste, et notamment journaliste indépendant, être pigiste, c'est quand même un gage de liberté. Alors, ça va de pair avec une certaine forme de précarité, c'est évident. C'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas avoir tous les avantages sans les inconvénients. Si on veut être libre, ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Et il faut accepter le fait que ben, vous ne serez pas forcément très bien payé. Ça sera compliqué. Ça sera parfois extrêmement dur même et ça vous donnera envie d'abandonner. Ça vous fera mal, mais derrière, c'est le gage de la liberté. Les fondamentaux du métier. Les fondamentaux du métier, c'est d'analyser et vulgariser pour ensuite raconter. Vous pouvez pas vous lancer dans une carrière de journaliste si vous ne comprenez pas les choses vous-même. Parce que le but du jeu, ça va être d'expliquer aux autres. C'est un peu comme quand vous donnez un cours de maths à un gamin, ou à quelqu'un, n'importe pas forcément un gamin, mais vous essayez d'expliquer un théorème mathématique. Si vous ne comprenez pas le théorème, ça va être compliqué de l'apprendre aux gens. Et à, à contrario, ce qui est vachement bien, c'est que plus vous allez apprendre aux autres des choses, plus vous allez retenir les choses pour vous-même. C'est pour ça que je fais ce genre de conférences, pour ça que je fais des formations depuis le début. C'est le truc qui me drive le plus, c'est que quand je fais une formation sur le journalisme, une formation sur la photo, une formation sur l'IA, sur ChatGPT ou autre chose, je suis obligé de comprendre moi-même et d'apprendre pour ensuite l'apprendre aux autres. Et donc, c'est le but du métier. On est là pour analyser, comprendre et ensuite l'expliquer aux autres. Mais l'expliquer pas comme le sachant qui explique à l'apprenant, mais euh, l'expliquer comme un journaliste, c'est-à-dire en prenant, en faisant des métaphores, en expliquant, en reprenant les faits, en vulgarisant, c'est-à-dire en rendant la chose compréhensible. D'accord? Pour y arriver, il faut être curieux. Il faut avoir envie d'aller vers les autres. Quelqu'un en parlait tout à l'heure, hein, le fait d'aller vers les autres, c'est même un choix, c'est même un objectif en soi, parce que des fois, ben, on est timide, on n'ose pas aller vers les autres, on n'ose pas, on se sent pas légitime pour aller faire des photos d'un endroit, on se sent pas légitime pour contacter telle ou telle personne. Et ben, quand on devient journaliste, non seulement on devient légitime, mais c'est même une obligation que d'être capable de sortir de sa zone de confort, de se sortir les doigts, hein, plus vulgairement, et d'aller faire le boulot et d'aller vers les autres, même ceux qu'on n'aime pas. Ça, je le mets parce que c'est vrai qu'en école journaliste, parfois, on est obligé de le répéter à des gens qui n'ont pas les mêmes euh, idéologies ou sensibilités politiques. Bah, il faut quand même aller vers les gens qu'on trouve parfois révoltants, qu'on trouve ignobles ou quoi. Ben, il faut y aller quand même, en fait. Qu'on trouve débile, il faut quand même aller parler à ces gens. Il faut quand même faire son boulot correctement. Euh, Et ensuite, il faut maîtriser le storytelling. Storytelling, on en parlera, il y a un atelier entier sur la question et je suis en train de bosser sur des nouveaux parce que personnellement, j'ai énormément appris ces derniers mois sur la question. C'est passionnant et c'est, on va dire, une enfin, c'est pas une sous-compétence, mais c'est une des compétences que tous les journalistes doivent maîtriser, notamment aujourd'hui et de plus en plus parce que à l'époque, quand je dis à l'époque, je parle des années début du siècle, début du XXe siècle, quand il n'y avait pas encore Internet, quand les gens se contentaient, entre guillemets, des news magazines, des magazines papier, de la presse papier pour s'informer, c'était assez simple de garder l'attention des gens, de capter l'attention des gens. Vous avez tous vu ces images d'archives où tout le monde est en train de lire un journal dans la rue ou lire un journal dans une rame de métro. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des smartphones, d'Internet, etc., et encore plus à l'heure des deepfakes, des fake news, de l'IA, etc., ben, c'est de plus en plus compliqué de choper l'attention des gens. Donc le storytelling, c'est une clé, c'est une compétence clé à avoir pour
capter l'attention des gens. Et être efficace, ponctuel, fiable, de respecter les deadlines, de respecter les consignes, d'être capable d'être professionnel, en fait, tout simplement. Et ça a l'air complètement con de le dire, mais c'est comme dire, il faut être poli. Et en fait, c'est pas si con que ça, en fait. C'est pas si obsolète de dire il faut être poli aujourd'hui. Alors là, ça fait vieux con, mais je pense que vous l'avez déjà vu autour de vous. Et moi, je le vois en tant que rédacteur en chef d'un magazine qui reçoit des propositions de sujets, ou qui va commander des choses, ou qui va demander si les gens ont des choses à proposer. Ben, les gens ne sont pas forcément toujours très polis, ne sont pas forcément très fiables, ne sont encore moins efficaces, et encore moins ponctuels, et respectent encore moins les deadlines. C'est dommage. Mais ça devient des... Vu que la masse, la plupart des gens n'y arrivent pas, si vous, vous y arrivez, si vous, c'est normal quand je vous dis, là, vous êtes en train de m'écouter, vous dites, ouais, t'es sympa, mais oui, pour moi, ça semble normal d'être efficace, ponctuel et fiable. Eh ben, c'est bien. Vous avez une qualité par rapport à beaucoup de gens autour de vous. Et parlons un petit peu du statut du pigiste. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un pigiste, déjà? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle, le mot pigiste? C'est pas forcément très connu, hein. Mais bon, là, vu que vous me suivez depuis un petit moment, je pense que tout le monde connaît. Non, Jérémy, pas vraiment. Ok, on va expliquer. Ouais, alors comme dit Raymond, c'est payé à l'article, alors pas, c'est pas exactement, mais oui, c'est... En gros, pigiste, le pigiste, c'est celui qui fait des piges. Et une pige, Une pige, ça peut être un article, ça peut être une photo, ça peut être un reportage radio, ça peut être un reportage télé. C'est une mission, en quelque sorte. Donc c'est un peu comme un indépendant, comme un freelance, qui est payé à la mission, qui est soit mandaté par un journal, soit qui va faire quelque chose et qui va le vendre après. D'accord? Donc le pigiste, depuis les années 70, c'est un salarié presque comme les autres, on va dire. Il y a une loi qui dit qu'un pigiste, c'est comme un salarié en CDI. Dans les faits, c'est pas parce qu'on a gagné 30 balles dans un journal qu'on est salarié CDI du journal, ok? Mais on est payé en salaire quand on crée quelque chose pour un journal. C'est un peu différent quand on est photographe et qu'on vend des photos en droit d'auteur, etc. Mais disons qu'un pigiste, c'est quelqu'un qui travaille à la pige, qui est payé en salaire, qui a un statut de journaliste, qui est à la Convention nationale des journalistes, dans la boîte qui le paye. Euh, mais par contre, qui a une forme de liberté que n'aura pas un salarié traditionnel, qui est ce qu'on appelle un titulaire ou un staffeur dans une rédaction. D'accord? C'est assez clair? Et alors, pourquoi j'en parle? Parce que euh, aujourd'hui, et même depuis un paquet d'années, hein, moi quand je me suis lancé il y a 10 ans, c'était déjà le cas, les pigistes, surtout en photo, ce sont le gros des troupes des journalistes. Alors, bien sûr, il y a pas mal de journalistes qui sont salariés, hein. Mais si on fait vraiment le ratio entre parmi ceux qui créent l'information, que ce soit en photo, en texte, en vidéo, en radio, voire même certains postent dans des journaux comme, je pense à l'iconographie, les iconographes, qui à l'époque étaient quasiment tous salariés journalistes, maintenant de plus en plus sont auto-entrepreneurs, en micro-entreprise, et ils sont payés en facture. C'est de plus en plus le cas. Aujourd'hui, il faudrait faire des stats, mais c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait déterminer qui fait de la presse réellement et qui en fait surtout une occupation importante. Mais aujourd'hui, il n'y a que 35 000 cartes de presse qui sont distribuées par an. Donc il y a 35 000 cartes de presse, un peu moins, je crois même. 34 000, il faudrait voir les chiffres exacts, mais je vous laisse regarder ça sur Google. Euh, Entre 34 et 35 000 cartes de presse. Il n'y a pas si peu de gens qui créent l'information en France. Il y a des intermittents de spectacle qui sont vidéastes, il y a des auto-entrepreneurs qui sont photojournalistes, voilà, il y a plein même d'auto-entrepreneurs qui sont, de micro-entrepreneurs qui sont rédacteurs, etc., etc. Alors Jérémy, question de Jérémy qui demande est-ce que ça s'approche d'un CDD du coup? En fait, tu as le statut d'un CDI, mais effectivement, dans les faits, c'est un peu comme si tu étais en CDD. Tu vois. Voilà, c'est exactement, c'est un freelance payé en salaire, en quelque sorte. Sandrine qui te demande, une fois inscrit au registre des journalistes, est-ce qu'on garde le numéro à vie? Alors, une fois que tu as la carte de journaliste, la carte de presse, qui est délivrée par une commission paritaire
qui est composé de journalistes, de journalistes salariés et syndiqués et de patrons de presse. Une fois que tu as ton numéro de carte de presse, tu le gardes à vie, même si tu perds ta carte de presse. En fait, tu peux perdre ta carte de presse d'une année sur l'autre. Si tu juges, tous les ans, il faut faire un dossier, il faut montrer que tu as gagné tant d'euros par an et payer en salaire, et à la fin, tu peux avoir ta carte de presse. Et si tu n'as pas gagné assez, ou si tu as gagné trop à côté, c'est-à-dire que tu n'as pas gagné plus de la moitié de tes revenus, si 51% de tes revenus, c'est pas de la presse, mais c'est autre chose, et ben tu perds ta carte de presse. Tu gardes ton numéro en fait, mais c'est juste que tu perds ta carte. Est-ce qu'on peut être pigiste et auto-entrepreneur? Oui, tu peux être pigiste et auto-entrepreneur. Du coup, est-ce qu'un photographe indépendant, auto-entrepreneur et ou artiste-auteur peut faire une pige? Oui, tu peux. En fait, même si tu es artisan, tu as une boîte, ou que tu es auteur-photographe, ou que tu es, je sais pas, intermittent du spectacle ou autre chose, même salarié pour une autre entreprise, tu vois, tu bosses, je sais pas, t'es employé de restauration ou je sais pas quoi, euh, si un journal veut te payer en pige, il peut te payer en salaire. T'as rien à faire en fait. Tu vas être payé en net, tu vas toucher le net, mais tu auras un bulletin de salaire avec le brut. Donc bienvenue en France, tu vas toucher que, je sais pas, peut-être 60-70% de la somme. Le reste, ça va être la cotisation pour ta retraite, pour tes droits au chômage, pour tes droits à la formation, etc. Et tu vas payer des impôts par-dessus, mais tu seras payé en euh, salaire fiche de paye. Alors, mais la presse nationale, ça vaut pas pour les journaux municipaux. Ah, les journaux municipaux, c'est encore autre chose. On en parlera après si tu veux, Viviane. Le statut de journaliste, il est un petit peu galvaudé parfois par justement les communicants, notamment dans les mairies, où on voit beaucoup passer d'annonces pour recruter des journalistes pour le journal municipal, ou pour même dans les ministères. Par exemple, l'armée, ils sont très forts pour ça. Au sein des SIRPA, les services de communication des armées, il y a des journalistes. Et là, je fais des gros guillemets parce que les gens, c'est pas des journalistes, c'est des communicants. Mais ils ont une fiche de poste où c'est écrit journaliste parce que ils travaillent pour un journal interne ou externe, hein, mais qui est de la communication. Ok? Ce ne sont pas les mêmes. Parfois, c'est un peu les mêmes façons de travailler parce qu'il faut savoir écrire des titres, écrire des articles, faire des photos et tout. Mais le but n'est pas le même. Le but d'un journaliste, entre guillemets, qui travaille pour une institution ou pour l'État ou pour une municipalité, son but à lui, c'est de communiquer et il n'y a pas de volonté d'informer les gens avec honnêteté intellectuelle, impartialité, déontologie, tout. C'est juste, tu fais de la communication. C'est très bien, hein, mais c'est pas du journalisme. Faut-il avoir le statut de journaliste, carte de presse pour être pigiste? Pas forcément. Tu peux être pigiste même sans carte de presse. Et il y a beaucoup de pigistes qui n'ont pas de carte de presse parce qu'ils gagnent de l'argent à côté, et du coup ils ne sont pas éligibles à la carte de presse, ou parce qu'ils gagnent pas assez d'argent, et du coup ils n'ont pas la carte de presse. Ok, c'est bien qu'on ait parlé du statut de pigiste, je pense que ça répond à pas mal de questions que vous vous posez. Alors, j'avance. La méthode traditionnelle pour être journaliste, pour vous former à au journalisme, c'est l'école. Concrètement, je dis pas que c'est la meilleure façon, on va le voir ensemble, mais c'est l'école traditionnelle, c'est la méthode traditionnelle. Il y a 14 écoles reconnues en France. Reconnues, ça veut dire que la commission de la carte de presse considère que c'est des écoles qui font bien leur boulot. Et du coup, alors ça c'est la petite subtilité, c'est quand vous récupérez votre carte de presse, ça ressemble à ça. Derrière, il y a une petite mention où il y a écrit, alors moi maintenant il y a écrit pigiste, mais avant que vous y écrit pigiste, il y a écrit stagiaire. D'accord? Et quand vous avez votre carte de presse, pendant 2 ans, vous êtes stagiaire. Même si vous avez 70 ans, vous êtes stagiaire. Quand vous êtes diplômé d'une école reconnue par la profession, bah, au lieu de rester 2 ans stagiaire, vous restez 1 an stagiaire. Bon, concrètement, tout le monde s'en fout. Le seul vrai intérêt, le seul vrai avantage d'être dans une école reconnue, c'est que dans certains cas, pour certains boulots dans certaines boîtes, on va vous recruter plus facilement que si vous ne veniez pas de cette école. Par exemple, si vous voulez bosser sur Radio France, sur France Inter, etc., ou chez France Télé, vous voulez aller bosser sur France 2, France 3, etc. En théorie, quand vous passez l'entretien d'embauche, on va vous demander de faire partie, d'avoir un diplôme d'une école reconnue par la profession. Voilà. Après, personnellement, je connais des photographes et enfin des journalistes, pas que des photographes, des journalistes qui n'ont pas fait d'école reconnue, qui bossent pour ces médias parce qu'ils sont bons. Et en fait, l'école, c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme ce que devrait être l'école d'ailleurs. Enfin, ça c'est d'autres questions, mais
Heu, Vraiment sur la partie formation, ça donne les bases et ça, c'est très bien. Ça donne les bases. Ça explique c'est quoi un article, c'est quoi le calibrage, c'est quoi, le feuillet en journalisme, c'est quoi voilà, plein de choses qu'on apprend du jargon technique. Un peu comme si demain vous voulez vous former à la cuisine, et ben, il faut savoir, découper les légumes, apprendre les temps de cuisson, apprendre à dresser une assiette, ce genre de truc où vous pouvez pas deviner comment ça se passe. Il faut que quelqu'un vous explique, vous prenne par la main et vous dit: «OK, faut faire ça, faut faire comme ça, comme ça, comme ça». D'accord? Pour faire du montage radio, pour, faire un enrobé en radio, pour faire un micro-trottoir et cetera, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. On suit le manuel. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, bon, au-delà du fait que ça coûte un bras, que ça vous prive de 1 ou 2 années, voire plus de votre vie, à suivre des cours et que, c'est ultra élitiste, mine de rien, parce que si vous avez pas l'argent ou si vous avez pas le bon dossier scolaire pour faire partie d'une école, bah, oubliez. Heu, Moi personnellement, j'aime beaucoup de temps en temps donner du je fais un peu de bénévolat de temps en temps pour rendre service et ça me fait plaisir de le faire à une association qui s'appelle La Chance, qui aide des jeunes à préparer les concours pour devenir journaliste, pour préparer les concours pour rentrer en école de journalisme et c'est des jeunes qui ne sont pas, dans un environnement propice pour y arriver parce qu'ils ont pas forcément les moyens, ils ont pas la famille qu'il faut pour les aider et cetera et c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative, et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de formation gratuitement là, ce soir, pour vous aider, pour vous donner des clés. Mais malheureusement, ça reste élitiste. Si vous avez pas les compétences, si vous avez pas le capital social et le capital, financier pour, vous lancer là-dedans, ça va être compliqué. D'autant plus que c'est très précaire en sortant et que si vous avez mis tout votre fric dans une école de journalisme et que quand vous sortez de l'école, après 2 ou 3 ans, vous avez plus une thune, ben, ça va être très compliqué de produire des reportages, c'est impossible même et du coup, vous vendrez rien. Donc c'est un peu le souci et le dernier inconvénient, c'est qu'il y a énormément de formatage, énormément de choses qui ça c'est mon point de vue personnel, mais qui sont fortement nuisibles à la profession. Le simple fait de formater les gens à, traiter l'information d'une certaine façon, de pas aller voir certaines sources parce qu'on les juge comme étant, pas crédibles ou je sais pas trop quoi. La politisation aussi et l'idéologie qu'il peut y avoir dans certaines structures, je donnerai pas de nom d'école, mais certaines écoles, il y a clairement une idéologie, alors que c'est pas censé être le cas pour une école de journalisme et c'est dommage. Tout ça fait que, à la fin et c'est d'ailleurs, ça se voit concrètement parce que même moi dans ma promo, sur une dizaine de personnes au début, on est peut-être 2 ou 3 à avoir une carte de presse aujourd'hui 10 ans plus tard. Tous les autres, ils ont basculé, ils font de la com, ils font de l'institutionnel, ils font d'autres choses, ils font plus du journalisme et parce que ça ne prépare pas à la réalité du terrain, à la réalité de la vie, tout simplement. Donc des avantages, des inconvénients et donc le truc, c'est de comprendre que l'école ne suffit pas. Même si vous faites une école, il va falloir vous former quelque part, dans d'autres thématiques. Je prends un exemple que tous les photographes connaissent. Heu, les photographes qui font une école photo, qui passent par l'école photo, peut-être que c'est le cas de certains parmi vous. Est-ce que à l'école photo, vous aviez des cours de marketing? Est-ce que vous avez des cours de gestion? Est-ce que vous avez des cours de communication? Voilà, c'est un peu compliqué. Or, quand vous vous lancez comme photographe à votre compte, ou même photographe corporate ou photographe de mariage ou n'importe quoi, oui, savoir faire des photos bien exposées, ouais, c'est heureusement que vous savez le faire, quoi, c'est un peu la base. D'ailleurs, aujourd'hui, vous prenez un smartphone, parfois les smartphones sont plus efficaces que des boîtiers à 3 000 à 4 000 €. Faites une photo en contre-jour et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Heu et alors oui, c'est important d'apprendre à composer, cadrer, voire développer et cetera, retoucher. Mais ce qui est vraiment important, ce qui va vous nourrir et ce qui va vous rapporter de l'argent à la fin du mois et qui permettra de payer les factures, c'est pas vos compétences en photo pure, c'est vos compétences en marketing, en vente, en, en gestion d'entreprise, en productivité, en apprenant, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, concrètement. Et donc les écoles de journalisme, c'est encore pire. OK. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont fait des écoles photo, qui comprennent le truc. Dites-vous qu'en école de journalisme, c'est presque encore pire parce que
Autant je pense que dans les écoles photo, les mecs ont compris clairement que au final, on sort pas d'une école photo pour devenir salarié. D'accord? 99 des photographes qui sortent d'une école photo, ils vont être indépendants. Ça semble logique, sinon ils feraient pas des cours, sur, la gestion. Il y en a de plus en plus quand même, mine de rien, parce qu'il y a, des gens comme Delamarre et cetera qui viennent intervenir, qui font des cours. Il y a des bouquins qui sont conseillés. Dites-vous, dans une école de journalisme, c'est pire parce que la finalité, depuis le début enfin, encore aujourd'hui, mais c'était le cas quand j'y étais et ça sera le cas malheureusement encore demain, on continue à faire croire aux journalistes qui sont en école de journalisme qu'ils feront toute leur vie dans une rédaction en tant que salariés. Donc ils n'auront jamais besoin d'apprendre à se vendre, à créer un site internet, à trouver des clients, à fidéliser des clients, à créer des tarifs, à faire du marketing en fait, à devenir entrepreneur. Ils n'ont pas besoin parce qu'on leur fait comprendre que ils vont trouver un boulot, ils seront payés, ils auront pas besoin, c'est un peu comme quand on rentre à l'armée, on n'a pas besoin de gérer l'administratif et tout, il y a quelqu'un qui le fait pour nous, d'accord? Sauf que la réalité, bah, c'est pas ça. Et ça, il faut le comprendre. Et si il y a des gens qui m'écoutent là maintenant et qui veulent faire une école de journalisme en se disant: «C'est bon, le conseiller d'orientation ou le mec dans l'école, il m'a bien vendu le truc, ils m'ont dit que d'après les stats, il y a, 60 de d'un de merde, d'emploi, la première année, je sais pas quoi, dans le truc. Oui, c'est facile de trouver du boulot, mais c'est vraiment compliqué de durer sur le long terme et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui partent en dépression à 30 ans. Il y a eu des études sur ça, c'est beaucoup documenté, de gens qui comprennent pas pourquoi ils ont passé 5 ans d'études pour gagner moins que le SMIC, pas avoir de temps libre, pas pouvoir créer une famille, fonder une famille, pas faire ce qu'ils veulent et être malheureux au boulot. Mais parce qu'ils sont pas formés à la réalité, ce qui se passe derrière, toutes les compétences qu'il faut avoir. Alors, maintenant qu'on a vu la méthode traditionnelle, on va voir les vraies bonnes méthodes pour se former. Attention, je dis pas que les écoles sont inutiles. Je dis que ça peut être bien si en plus vous êtes vraiment fanat du concept de l'école et que vous avez besoin de quelqu'un derrière vous pour vous apprendre les choses de façon très scolaire, c'est une bonne première étape, mais ça suffit pas. Les vraies bonnes méthodes qui vont servir, ça va être de lire le plus régulièrement possible la presse. Et ça, quand on dit ça, mais ça peut paraître tellement con, tellement évident. C'est comme si je vous disais, si demain tu veux devenir, pianiste professionnel, bah, il faut que tu joues du piano. Ou il faut que tu écoutes des gens faire du piano. Ou mais en fait, la plupart des gens qui se lancent dans ce métier, ils comprennent pas qu'il faut lire vraiment beaucoup la presse. Il faut pas se contenter du feed, Facebook. Il faut pas se contenter du fil Instagram. Il faut pas se contenter de Twitter. Il faut vraiment aller acheter des journaux, il faut en avoir chez soi et ça va, ça coûte pas si cher d'acheter des journaux. Si on peut pas faire un investissement comme ça, c'est compliqué de suivre derrière et en plus, tous les journaux sont gratuits à la bibliothèque, OK? Vous avez des plateformes, des portails comme Caféine et e-Presse, que je vous ai cités ici, qui pour, 9 ou 10 balles par mois, vous donnent accès à toute la presse et encore une fois, si vous avez pas envie de payer, vous allez dans une bibliothèque. Il y a forcément une bibliothèque de quartier pas loin de chez vous, une fac ou j'en sais rien, qui vous donnera accès à tout ça. Donc, lisez la presse. Et puis après, il y a Internet. Un truc qui s'appelle Internet. Vous allez sur les sites Internet comme Le Monde, Le Figaro. Il y a énormément de choses qui sont disponibles gratuitement. Et derrière, c'est l'occasion enfin, c'est la seule façon de vraiment apprendre ce métier. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je reproche aux écoles de journalisme, parce que c'est fait de façon pas pertinente, je trouve, mais c'est essentiel dans ce métier de comprendre l'importance du mimétisme. Le fait que si vous voulez écrire des bons articles, il faut à un moment donné, ou en tout cas au début, être capable de copier avec des guillemets, mais heu, d'écrire comme les autres, d'écrire avec des tournures de phrases qu'utilisent des journalistes, de titrer d'une certaine façon, d'apprendre à trouver les bons titres, des bons angles, et du coup de copier un petit peu les autres, copier un peu le style, pour ensuite trouver son propre style, trouver ses propres méthodes. Au début, il y a cette forme de mimétisme qu'il faut avoir. D'ailleurs, c'est un peu le cas en photo. Quand vous lancez en tant que photographe, au début, vous copiez les tarifs des concurrents, vous copiez, le modèle économique des concurrents, vous copiez le style des photos des concurrents sans même parfois vous en rendre compte. Mais au début, c'est important. Donc c'est important de consommer les choses que vous allez produire plus tard. D'accord? Au-delà de la presse, il y a aussi les bouquins.
il faut lire un maximum. Et je sais que pour certains, c'est une douleur de lire. Moi, pour moi, ça a été, pendant longtemps, c'était compliqué. Et j'ai repris goût à la lecture au fil du temps. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps de lire, etc. Mais vous allez trouver le temps. Vous allez vous forcer à lire. Il faut se forcer, en fait, à lire des bouquins. Après, une bonne méthode pour apprendre pour apprendre à aimer lire, on va dire, c'est de pas se forcer, enfin, c'est de se forcer à lire, mais pas forcer, pas lire n'importe quoi. Il faut lire des choses qui vous plaisent. Voilà. Là, par exemple, Raymond qui dit lire c'est compliqué, la presse ça va, les romans bof. Toi, t'aimes pas les romans. Ben, ne lis pas de romans. Lis par exemple des manuels, lis des biopics, enfin des biopics, des histoires, des biographies de gens. Ou lis juste des articles, mais essaie de lire des choses un peu différentes et surtout des choses qui te plaisent. Parce que malheureusement, dans la presse, on va pas tout le temps, ça dépend ce que vous lisez encore une fois, hein. Lire Le Monde diplomatique et lire 20 minutes, c'est pas pareil. Mais c'est pas le même champ lexical. Mais si vous voulez enrichir votre vocabulaire, il va falloir lire des choses dans lesquelles il y a du vocabulaire intéressant. Ellie qui dit ok, t'es dyslexique et pourtant t'adores lire, donc oui, lire c'est faisable. Exactement. En fait, au pire, si tu n'aimes pas lire un format papier, parce que je sais pas, ça t'endort ou parce que t'aimes pas, tu peux écouter des livres. Tu peux écouter des livres audio. Tu as une plateforme qui s'appelle Audible, qui est vachement bien, sur lequel tu peux lire des livres audio, tu vois, ou écouter des podcasts. Mais il faut constamment enrichir comme ça ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit. C'est un peu comme un photographe qui doit regarder des expositions pour nourrir son regard. Bah, c'est pareil pour un rédacteur, un auteur, un journaliste. Il faut lire pour pouvoir mieux écrire. D'ailleurs, petit point sur ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de photographes. C'est peut-être votre cas, vous qui m'écoutez là ce soir, euh, sur cette vidéo. Peut-être vous dites, oui, mais écrire, c'est pas mon truc, ça me fait un peu peur, je suis pas à l'aise, je sais pas écrire correctement, je fais des fautes d'orthographe, etc. Bon, déjà avec l'IA, etc., faire des fautes d'orthographe, c'est plus trop un problème. Euh, mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus vous allez lire, plus vous allez gagner confiance en vous, et plus vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça que d'écrire. Surtout quand vous lisez des collègues, en fait. Quand vous lisez des articles qui passent sur Le Monde, Le Figaro, etc., ou National Geo, etc., au début, vous faites une grande idée reçue du truc, mais après, vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Et enfin, il faut que vous trouviez une thématique que vous aimez bien et sur laquelle vous allez devenir un expert. Vous allez consommer des documentaires, des vidéos, des livres, des articles, etc. Il faut une thématique au début. Après, vous allez pouvoir en avoir plusieurs. Ça ne veut pas dire que vous vous fixez, vous mettez dans une impasse. C'est juste qu'au début, vous allez trouver une thématique et vous allez devenir un expert dans cette thématique de sorte à ce que vous allez déjà être plus intéressé à lire des choses sur cette thématique. Donc ça va nourrir cette curiosité. Mais en plus, vous allez pouvoir plus facilement écrire dessus, faire des photos dessus, faire des vidéos dessus et vendre ça à des magazines, à des médias. OK? Alors, quel genre de thématique, nous dit Raymond? Bah, moi, par exemple, quand j'ai commencé, la thématique que j'avais choisie, c'était les sports extrêmes. Tu vois, c'était les sports, mais les sports plutôt montagne, les mecs qui sautent en parachute depuis une falaise, des trucs comme ça. Après, je me suis mis dans la thématique, j'ai choisi la thématique de l'armée, la défense. Mais ça peut être le sport, ça peut être exactement, ça peut être l'écologie, ça peut être la politique, ça peut être les faits de société, ça peut être la religion, ça peut être la santé. Tu vois, il y a plein, en fait, tous les domaines de la vie sont des thématiques. Et si tu deviens le meilleur, le spécialiste dans, je sais pas, la crypto-monnaie par exemple, bah, tu regardes dans les émissions sur BFM, sur euh, des magazines comme Les Échos, etc. Tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans. T'as des chefs de rubrique crypto-monnaie, par exemple. Alors, Ellie qui demande est-ce que les actions militantes, c'est une thématique? Oui, ça peut être une thématique. Les mouvements sociaux, on va plutôt dire, peut-être. Les mouvements sociaux, c'est une thématique, tu vois. Un peu comme les photographes de manifestations, même si c'est pas le truc le plus rentable, on va dire. C'est pas le truc le plus rentable, et c'est pas forcément le truc le plus euh, valorisé dans les médias, parce que justement le côté militant va pas
de pair avec le côté journalisme, tu vois? Un journaliste n'est pas militant. Un journaliste, il est journaliste. Un militant, il est militant. Après, un journaliste, quand on dit un journaliste peut être militant, il y a plein de gens qui le clament. C'est vrai dans le sens où il n'y a pas de loi qui l'interdit, mais effectivement, comme dirait Raymond, le journaliste doit être neutre, parce que si le journaliste n'est pas neutre, si justement il tombe d'un côté ou de l'autre, bah, il peut plus faire son boulot. C'est le problème. Maintenant, c'est là où il faut être malin et comprendre que parfois, faire ton boulot correctement de façon neutre fait bien plus avancer une cause qu'en étant un militant, avec de gros guillemets, basique. Tu vois? Vous citez Albert Londres. Albert Londres, à travers son travail sur les bagnes, il était 100 fois plus efficace que le mec avec sa pancarte et sa cagoule dans une manif. Tu vois? C'était pas le cas à l'époque, mais tu comprends l'idée. Ensuite, il faut expérimenter en allant sur le terrain. Donc en écrivant des petits articles. Par exemple, il y a certaines écoles, je pense par exemple à l'école de Toulouse, l'école de journalisme de Toulouse. Je sais qu'à une époque, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais je crois que oui, euh, pour le concours d'entrée, ils demandaient aux élèves de faire un exercice, de faire un reportage. Soit ils imposaient un thème, soit il y avait un thème libre. Mais pour présenter le concours, il fallait que tu aies un reportage qui soit fait. Et moi, par exemple, quand je suis rentré en master journalisme, on nous a demandé, on a fait un écrit pour aller à Sciences Po, normal, et ensuite on a fait un écrit avec de l'histoire, de l'anglais et plein de trucs. Et ensuite, on a fait un oral où il fallait présenter un pressbook. Donc, en gros, des articles déjà faits. Et moi, il se trouve qu'à l'époque, je bossais dans une association sportive et j'écrivais des articles pour eux. Et les articles étaient copiés-collés, littéralement à la virgule près, par le journaliste de la Dépêche, enfin le correspondant, et que j'ai remplacé après. Et donc, en fait, même si c'était pas signé de mon nom, c'était moi qui avais écrit les articles. Donc, j'avais un pressbook qui était déjà fait. Mais que n'importe qui peut faire, en fait. Donc, il faut aller faire du terrain très rapidement. Il faut aller faire des reportages, il faut faire des sujets. Jérémy qui pose une bonne question. Quelle est la différence que tu fais entre photojournaliste et photoreporter? Est-ce que le second peut légitimement être plus engagé et militant? Alors, euh, pour moi, la différence entre journaliste et reporter, c'est que reporter, effectivement, il y a moins le côté journaliste. Maintenant, dans les faits, par abus de langage, on fera pas de différence, tu vois. Et d'ailleurs, comme je disais au tout début, le mot journaliste est tellement galvaudé. Quand tu vois un mec en treillis qui a un flingue et qui dit qu'il est journaliste, parce qu'il écrit pour le journal de l'armée, si tu veux, tu peux plus rien dire en fait. Tu vois, c'est compliqué. Donc en fait, au final, la sémantique, elle est pas si importante que ça. Faut être capable de s'en détacher, tu vois. Exactement comme dit Corto, les journaux locaux peuvent recruter des correspondants novices, il faut les démarcher. Exactement, ils cherchent de la main-d'œuvre tout le temps. Moi, j'ai commencé comme ça pendant 2 ans, ça a été vraiment le point de départ pour moi dans ce métier. Si j'avais pas fait ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Je reviens sur les slides. Le journalisme, c'est un métier de réseau. Ok? Donc, il faut déjà, avant même de commencer, bah, contacter des experts, d'autres confrères, des rédacteurs en chef de journaux pour proposer des piges, d'autres journalistes, proposer de boire un café à d'autres journalistes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord? C'est un métier de réseau. On peut pas tout comprendre et tout faire dans son coin tout seul. Il faut aller au contact des gens. Il faut parler aux gens. Et il y a des gens qui partagent des choses. Je suis peut-être un des seuls sur YouTube ou dans les podcasts à parler vraiment de ce métier et à donner des conseils, vraiment des conseils utiles qui parlent de comment on gagne de l'argent avec ce métier. Il y a très peu de gens qui le font. Euh, mais il y a quand même des gens qui le font en off. D'accord? Donc il faut aller les voir, il faut demander. Et il faut aussi faire correctement. Il ne faut pas juste dire salut, est-ce qu'on peut boire un café? Il faut montrer un peu quelle valeur vous allez apporter aux gens. Qu'est-ce que vous allez amener comme. Pourquoi la personne elle devrait prendre le temps de vous parler? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Ça peut être de proposer un stage, de proposer à donner un coup de main pour apprendre, ou de suivre une formation. Si quelqu'un propose des formations, par exemple. Et je dis pas ça pour moi, hein, je dis ça parce que moi je l'ai utilisé personnellement. Il y a des gens, je suis rentré en contact avec eux en achetant la formation, et comme ça je devenais leur client, et donc du coup j'avais accès à ces gens. Et il y a des gens qui l'ont très bien compris, qui l'ont fait avec moi, et ça c'est une des choses qui marche bien. Ensuite, il faut être patient.
il faut être organisé, il faut être ambitieux et il faut être résilient. C'est un peu les 4 compétences qui sont extrêmement compliquées à maîtriser quand on se lance, surtout quand on est assez jeune. C'est très compliqué d'être patient quand on est jeune, c'est très compliqué d'être ambitieux et c'est encore plus compliqué d'être résilient, même si on a des histoires de vie, tout ce qu'on veut, on est tous différents, OK? Mais on est tous en déficit, par défaut, de ces 4 qualités. Or, ce sont ces 4 qualités qui font durer sur le long terme et j'aurais pas la prétention de dire que je suis très bon, que je suis très patient, que je suis très organisé, très ambitieux, très résilient. Il y a des gens qui le sont beaucoup plus et ça devient des modèles pour moi. Donc, je dis juste que c'est un objectif à avoir en tête, quoi. Ensuite, il faut apprendre la rigueur, l'honnêteté intellectuelle et comprendre la déontologie et donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la vraie différence entre le journalisme et la communication. Ce sont 2 choses complètement différentes et c'est important de le comprendre. Si vous le comprenez pas, ça va faire mal, quoi. La réalité va frapper fort, quoi. Et enfin, être dans une logique d'apprentissage en continu. On n'a jamais fini d'apprendre, on apprend toujours à tous âges, de tous les gens et de tous les âges. Ça, c'est un truc, il faut l'accepter, il faut arrêter de croire qu'on sait tout sur tout, qu'on n'a plus rien à apprendre. Même quelque chose qu'on maîtrise, on aura toujours quelque chose à apprendre dedans. Et parfois, c'est là que c'est intéressant, c'est que plus on est bon dans quelque chose, plus les grands accomplissements, les gros passages de step proviendront de petites choses. C'est-à-dire que une fois que vous avez appris les bases, que vous savez faire des photos, que vous avez déjà eu des clients, vous avez confiance en vous, etc., vous arrivez toujours sur un plateau. Vous arrivez forcément sur un plateau et vous progressez plus. Et en général, ce qui fait que la courbe comme ça, elle reste plate sur le plateau, c'est parce qu'on refuse d'aller regarder dans les choses qui nous semblent évidentes, le petit truc qui manque. Moi, c'est un truc que j'ai compris tout de suite. C'est un peu une des qualités que j'ai eues depuis le début qui m'a beaucoup aidé et que je vous partage avec vous parce que c'est ça qui fait que euh, qu'on pense différemment et qu'on repart sur une nouvelle marche en fait. Mais on peut pas le savoir jusqu'à tant on n'est pas allé chercher le truc. C'est un peu comme revoir un film ou relire un livre. Il y a plein de gens pour qui c'est pas normal, c'est complètement débile de lire 2 fois un livre. Et pourtant, tous les gens qui sont vraiment bons, qui ont vraiment atteint des trucs incroyables, quand on leur demande c'est quoi le conseil que vous partagez qui vous a vraiment aidé, souvent, ce qui ressort, c'est il faut lire un livre plusieurs fois. Il faut lire tel livre plusieurs fois, à différents moments de sa vie. Parce que même si on a déjà lu le truc, des fois, on le lit différemment, et c'est ça qui fait avancer. Euh, alors, là, je vous parlais un peu de la masterclass, dont certains font déjà partie. Il me semble, j'ai reconnu des noms. Et d'autres qui connaissent pas, et je vous expliquais un peu déjà l'intérêt de la rejoindre et pourquoi ça peut vous intéresser, qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement. Déjà, c'est pas une école, il n'y a pas d'emploi du temps. Vous avancez à votre rythme, vous avez un accès à vie, faites ce que vous voulez, vous le regardez, vous pouvez y accéder ce soir et regarder dans un an, c'est pareil. Vous aurez juste les mises à jour qui seront arrivées depuis. Et ces ateliers qui sont en vidéo, donc accessibles n'importe où, quand vous voulez. Il faut juste une connexion Internet. Il y a des exercices, il y a un petit support, il y a des supports en PDF avec les cours. Parce que depuis quelque temps, je suis certifié Calliope, donc du coup, j'ai mis en place plein de process qualité qui permet de faire des exercices, faire les choses correctement. Euh, pour ensuite être publié dans la presse. Il y a des études de cas, il y a des templates, des modèles à suivre pour pas perdre de temps, pour pas réfléchir 15 ans. Vous suivez la méthode, vous suivez le truc, et ça fonctionne. Et je disais, donc il y a des supports papier pour des résultats plus rapides. Et les supports papier qui ressemblent à ça, celui qui correspond à celui-là, ça ressemble à ça. C'est un petit carnet avec hop, avec tout le résumé des cours. Donc là, par exemple, la pyramide inversée de l'information, truc qu'on apprend en école journalistique. Les résumés des cours, de quoi prendre des notes, les références bibliographiques, etc., etc.
C'est un petit carnet qui fait 140 pages à peu près, c'est sympa. Et j'en ai fait comme ça 4 pour les 4 masterclass que je propose. Et il m'en reste encore quelques-uns, donc ça c'est sous réserve qu'il en reste. Et sinon vous l'avez en numérique. Et sinon je vous l'envoie par la poste. Il y a un suivi personnalisé, vous pouvez me contacter par mail directement. Et on fait une évaluation aussi de fin cursus, parce qu'à la fin je veux voir si vous étiez arrivé et où est-ce que vous en êtes. Et comme ça on peut répondre aux questions, avancer, je peux vous filer des contacts, on peut faire pas mal de trucs. Vous avez un accès à vie au contenu. Il y a des mises à jour plus ou moins régulières. J'en fais une grosse par an. Là, par exemple, je travaille sur un module IA. Je vous en parlerai après des prochains qui arrivent. Il n'y a pas besoin de passer un concours d'entrée. Je ne prends pas les gens sur dossier. OK. Il y a un formulaire à remplir, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin de faire un dossier. Je vous envoie juste les informations, une convention, un contrat de formation, et puis c'est parti, quoi. Peu importe votre niveau. Ça va pas coûter 9 000 € par an. OK. Alors, je vous présente un peu les ateliers qu'il y a à l'intérieur de cette masterclass. Le premier, c'est sur les fondamentaux du journalisme. Donc, il y a des choses que j'ai déjà dit là, mais on va beaucoup plus en profondeur parce qu'on va parler des différents statuts, des spécialités de journalistes, le journaliste de texte, radio, vidéo, etc. On parlera de déontologie, quelles sont les missions des journalistes. On va aller encore plus loin. Ensuite, un atelier sur comment on trouve des idées, comment on fait pour pas être à court d'idées de reportages et d'histoires à raconter, comment on trouve des sources, comment on trouve des informations fiables pour n'importe quel sujet. On va voir comment bien écrire, comment on trouve son style, comment on arrête de procrastiner en matière de rédaction. Et là, j'ai fait venir un pote qui va vous expliquer encore plus en détail, parce qu'il est encore plus spécialisé en écriture que moi, sur ces questions. On parlera du portrait journalistique aussi, comment on fait un portrait à l'écrit, pas un portrait photo, un portrait écrit. Et vous allez voir que c'est ultra intéressant à faire. Comment on rédige la présentation d'un personnage de son histoire. On va voir ensuite la stratégie rédactionnelle. En gros, comment on fait concrètement pour éviter la page blanche. Comment on fait pour écrire un article. Comment on fait un plan d'article. Il faut toujours faire un plan. Petit conseil, hein, même si vous ne rejoignez pas la masterclass, je vous apprends qu'il faut faire un plan. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous permettra d'éviter les erreurs. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément en école de journalisme. C'est un truc que moi, j'ai vu un peu de mon côté et que, en fait, j'ai récupéré des compétences de marketing, de web, de web, de rédaction web. Quand j'ai fait mon blog, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis formé aussi beaucoup au web et j'explique là-dedans comment on fait. Ensuite, comment on trouve un bon titre, parce que c'est très important, le titre d'un article. On verra des exemples, des méthodes pour y arriver. Ensuite, le reportage de terrain, qui est la quintessence, mais qui n'est pas le seul truc à maîtriser. Comment on fait pour s'organiser, pour faire un reportage efficace, comment on est productif sur le terrain. Ensuite, on va parler des interviews. Et je me rends compte que j'ai gardé la faute d'orthographe sur El Kabash, désolé, père son âme. Voilà, les morts El Kabash. Putain, j'ai un doute. Les morts El Kabash. J'ai mal écrit son nom, mais bon, bref. Autant pour moi. Il y a plein de techniques pour faire ces interviews. Donc, je vous montrerai un peu les différentes techniques. Depuis que j'ai fait à peu près 200 interviews sur les podcasts. Je peux vous donner quelques conseils, je pense. Ensuite, on verra dans un atelier comment améliorer son style. Ok, on a tous appris à l'écrire, on a tous appris à écrire à l'école, mais on n'a pas tous appris à écrire avec style, ni avec un certain niveau de vocabulaire, de champ lexical. Donc, on va voir comment progresser rapidement. Vous verrez dans la version papier, là, j'ai plein de petits pense-bêtes, de petites astuces pour mieux écrire. On parlera de l'écriture pour le web aussi, pour écrire des articles qui seront lus, mais aussi qui seront trouvés par Google et son algorithme, donc ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Donc il y a des ateliers sur ça, et même 2. On verra comment on écrit un bon synopsis, la version texte du synopsis, pour ceux qui connaissent la version photo, que j'apprends dans DR et dans d'autres formations. Donc là, on verra comment on fait pour vendre son reportage quand on est indépendant, comment on démarche correctement avec le synopsis, et comment on le rédige correctement. Enfin, je vous en parlais, on parlera du storytelling. Donc là, il y a des ateliers aussi qui arriveront, mais là, il y a déjà une grosse base pour apprendre le storytelling. Donc vraiment, l'outil clé, la puissante arme qui permet d'enrichir son écriture et d'obtenir l'attention de son lecteur. Il y aura un atelier sur le business plan pour journalistes.
Encore une fois, le truc qu'on n'apprendra jamais en école de journalisme, on va pas vous apprendre à trouver des clients. On va vous apprendre à être salarié, un gentil salarié qui va faire ce qu'on lui dit, sinon il va trouver un boulot ailleurs. Ah, ça, c'est le truc, moi, quand j'ai compris ça, j'ai su que je voulais pas faire ça. Du coup, j'ai appris le business plan, j'ai appris les méthodes d'entrepreneur pour trouver des clients, pour être tranquille, pour travailler pour qui j'ai envie de travailler, quand je veux, décider si je me lève le matin ou pas. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on y voit beaucoup plus clair. Et il y a également des ateliers sur le droit des journalistes. Donc il y a sur le droit à l'image, le droit d'auteur, les droits et devoirs. Donc on parle aussi de la carte de presse, les avantages économiques, fiscaux, sociaux, etc., etc. Et je vous ai mis des études de cas avec des reportages, notamment des photoreportages que j'ai pu vendre à la presse. Donc là, je pars de choses vraiment très concrètes, hein, qui ont été vendues dans des journaux comme VSD, Figaro, Paris Match, etc. Et je vous montre concrètement du début jusqu'à la fin, de la préparation à la vente, comment ça s'est passé. Et notamment des reportages en zone de guerre, pour ceux que ça intéresse. C'est une petite partie du truc. Et enfin, des ateliers bonus, donc des choses que je suis en train d'écrire, des choses que je suis en train d'améliorer, notamment des ateliers sur la culture générale, parce que ça, c'est le truc qui pêche le plus. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé au début, mais s'il y a bien un truc qui est vraiment mauvais dans les écoles de journalisme, et là pour le coup qui est moins mauvais, c'est à Sciences Po, et c'est même pas forcément pour prêcher pour ma paroisse, mais à Sciences Po, il y a quand même un bon niveau de culture générale, parce que c'est une spécialité, le journalisme, mais il faut se taper les cours de droit, d'économie, de sociaux, d'anglais, etc. Mais dans toutes les autres écoles de journalisme, on n'apprend pas assez la culture générale. Les gens, ils savent pas, quand ils sortent d'école, l'histoire d'Israël, l'histoire du conflit entre l'histoire de la Russie, et donc l'histoire du conflit avec l'Ukraine. Les gens, ils savent pas, ils connaissent pas l'histoire, ils connaissent pas la culture générale. Donc là, j'ai fait un atelier entier sur cette question avec les meilleurs endroits pour trouver les sources, comment on crée un second cerveau numériquement avec des logiciels pour avoir encore plus de connaissances, encore plus de culture générale. Il y a des techniques d'automatisation, de veille médiatique. Pareil, faire de la veille, c'est un truc que les gens savent pas faire. Et on n'apprend même pas à faire de la veille journalistique en école de journalisme, ou très peu. En tout cas, pas avec les outils actuels, avec des outils comme Feedly, InnoReader, des trucs qui sont même gratuits, des outils gratuits qui permettent de faire de la veille, mais à un niveau incroyable. Et donc trouver des idées et faire plein de choses. D'ailleurs, vous avez un atelier bonus sur comment trouver des idées avec une matrice d'angle, avec une mind map, avec plein d'idées. Vous avez plus d'une centaine d'idées de reportages clés en main. Ouais, c'est juste de suivre le truc. Jérémy qui dit, si je peux me permettre, ça s'apprend pas la culture générale, ça s'acquiert. Bah, en fait, ça s'apprend un peu parce que, tu vois, par exemple, en école à Sciences Po, une des épreuves pour entrer à Sciences Po, c'est une épreuve de culture générale. Et c'est un questionnaire. Enfin, c'est un QCM avec point négatif. Donc en gros, si tu sais pas, il vaut mieux fermer ta gueule parce que tu as un point négatif. Et en fait, ça s'apprend parce que, tu vois, par exemple, il est où? J'ai utilisé moi personnellement un bouquin. euh, Ah putain, je l'ai mis où déjà? Je le vois plus. Il doit être dans l'autre bibliothèque en bas. J'ai un bouquin en fait pour préparer les concours que j'ai utilisé pour préparer les concours, qui est un bouquin sur la culture générale. Et en fait, c'est un gros pavé, hein. Et dedans, tu as en gros la culture générale. Alors oui, c'est compliqué, mais t'as du par cœur, t'as plein de trucs, t'apprends des dates, mais à la fin, tu apprends, quoi. Tu bachotes le truc et t'apprends. Mais tu as complètement raison sur le fait que quand tu dis que ça s'acquiert en lisant beaucoup, c'est la meilleure façon d'apprendre, en fait. Tu vois. Euh, T'as raison, Raymond. Raymond qui nous dit dans le chat, ils font quoi en école journalisme parce que c'est fiable, c'est faible comme contenu, la culture générale, c'est une base. Exactement. Et pour raconter le monde, il faut de la culture générale, sinon c'est pas possible. Tu as complètement raison. Euh, Tu vois, c'est comme là, il y a quelques heures, enfin, c'était hier, que, au moment où j'enregistre cet atelier, que l'Iran a bombardé Israël avec 300 drones et missiles téléguidés. Si tu sais pas ce que c'est un drone kamikaze, si tu sais pas ce que c'est le bouclier, le dôme de fer des Israéliens, si tu sais pas que quelques mois avant, Israël a attaqué a bombardé l'Iran et notamment un consulat iranien et a buté des généraux.
et que du coup c'est une riposte. Si tu sais pas ça, si tu connais pas l'histoire d'Israël, si tu connais pas l'histoire de l'Iran, tu peux pas juste faire un article ou expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Donc il faut de la culture générale. Exactement, tu tombes dans la fake news à raconter n'importe quoi. C'est exactement ça, vraiment. Donc, c'est important de comprendre ça. Et c'est également important, c'est pour ça que je l'ai mis là, de comprendre ce que c'est l'IA, comment ça fonctionne, ChatGPT, comprendre que c'est un système de probabilité, comprendre les modèles de langage, comprendre comment fonctionne Midjourney, la génération d'images, comprendre comment on peut le manipuler pour faire des fake news, ou aussi comprendre comment on peut utiliser l'IA pour être beaucoup plus productif, pour écrire à notre place à certains moments. Parce que parfois, l'IA va mieux écrire que nous. Et on peut s'en servir comme d'un assistant virtuel incroyable. Moi, je gagne du temps grâce à l'IA. L'IA m'aide à rédiger, tu vois. Et un autre atelier que je prépare là bientôt sur le journalisme sur les réseaux sociaux. Parce que tu as de plus en plus de journalistes qui montent leur propre chaîne YouTube et comment, en gros, c'est quoi le modèle économique derrière, comment on gagne de l'argent avec, et en quoi c'est en train de remplacer avec de gros guillemets, en tout cas de beaucoup faire évoluer le système médiatique traditionnel. Un truc sur l'investigation aussi qu'on fera avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, parce que c'est super intéressant. Et ben j'ai fait le tour. Je vais vous mettre le lien pour ceux que ça intéresse de la masterclass dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller vous préinscrire si ça vous intéresse. Encore une fois, il faut se préinscrire pour mettre les informations, mais mettez votre nom, votre adresse mail et je vous envoie une convention de formation si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas besoin de faire un dossier ou faire un crédit à la banque pour vous inscrire, pardon, parce que vous allez voir que c'est pas non plus très cher, comparé aux milliers, aux dizaines de milliers d'euros d'une école journalisme. Euh, et, et vous retrouvez aussi le lien en commentaire pour ceux qui regardent en replay. Et maintenant, je vais répondre à vos questions.